Salut à tous et tous, c'est Clément. Bienvenue dans le podcast du tutorat des externes. Aujourd'hui, on attaque un gros morceau, la maladie de Parkinson, l'item 106 avec la fiche LISA en trame et le texte complémentaire Hippocampus pour densifier un peu tout ce qui est clinique, traitement et complications. Donc l'objectif de l'épisode, à la fin, il faut être capable, devant un cas, de dire oui, ça colle avec la maladie de Parkinson, ou alors non, s'il y a des drapeaux rouges, je dois d'abord penser à autre chose. Et puis on va essayer de trouver ce qui tombe, c'est-à-dire la triade parkinsonienne, les prodromes, les red flags, la stratégie thérapeutique et les complications type on-off et dyskinésie. Donc je te propose un fil très simple, on va essayer de marteler intelligemment la définition à la physio, ensuite la clinique typique, puis les drapeaux rouges et diagnostics différentiels, ensuite les examens, enfin les traitements et stratégies avec, pour finir, les complications et le suivi. Et tu vas avoir en fait Parkinson, déjà, faut retenir le diagnostic et clinique. Donc ton examen et tes mots comptent. Déjà, qu'est-ce qu'on appelle la maladie de Parkinson ? La maladie de Parkinson, c'est une maladie neurodégénérative progressive caractérisée par une perte progressive des neurones dopaminergiques avec une déplétion en dopamine. Cette perte touche surtout la pars compacta de la voie nigrostriée du mésencéphale, mais d'autres structures dopaminergiques peuvent aussi être impliquées. Et très important, quand on dit Parkinson, on parle de la forme la plus fréquente des pathologies responsables d'un syndrome parkinsonien. Le syndrome parkinsonien, lui, est défini par une triade. C'est tremblement de repos, hypertonie plastique et akinésie, bradykinésie. En petit mnémotechnique, pour retenir la triade parkinsonienne, on pense à TRI. Donc le T de TRI, c'est tremblement. Le R, c'est la rigidité plastique. Et le I, c'est l'initiation ralentie. Donc déjà, on a le premier pilier, la triade, tremblement de repos, rigidité plastique, bradykinésie. Classiquement, elle est unilatérale ou asymétrique, et cette asymétrie persiste tout au long de la maladie. Ensuite, l'épidémiologie, côté fréquence, la prévalence est donnée autour de 2,5 malades pour 1000, et c'est une cause majeure de handicap moteur chez le sujet âgé. L'âge typique débute après 60 ans, mais il existe aussi des formes plus précoces, notamment avant 40 ans, dans une minorité. On retrouve un sexe ratio avec des hommes atteints plus souvent. Et la cause, en fait, elle est le plus souvent inconnue. Une hérédité est retrouvée que dans une petite proportion des cas et aussi des facteurs génétiques et environnementaux, dont l'exposition aux pesticides. Tu retiens donc idiopathique le plus souvent, parfois génétique, et l'environnement est suspecté, notamment les pesticides. On reste sur le concret pour la physiopathologie. Donc le cœur du problème, c'est la perte progressive des neurones dopaminergiques de la voie nigrostriatale. Il y a donc une notion hyper importante. On estime que les signes moteurs apparaissent quand la perte neuronale atteint environ 50 à 60% dans la substance noire. Sur le plan anatomopathologique, on parlera d'alpha-synucléinopathie avec des corps de Lévy, des inclusions intraneuronales contenant des agrégats anormaux d'alpha-synucléine. Maintenant, l'idée fonctionnelle. Le système dopaminergique module des circuits dont la boucle cortico-striato-thalamo-corticale. Donc, quand la dopamine baisse, on se retrouve avec d'un côté des manifestations comme des tremblements fins des extrémités et de l'autre une perte progressive des mouvements volontaires, la bradykinésie, puis la kinésie. Et un autre point très important, le processus dépasse la voie nigrostriatale, ce qui explique l'apparition avec l'évolution d'autres signes moteurs, par exemple les signes axiaux et surtout les signes non moteurs, notamment cognitifs, qui résistent souvent au traitement dopaminergique. Donc encore une chose à retenir ici, si on devait retenir sur ce paragraphe, c'est au début c'est moteur et ça répond à la dopamine, et plus tard les signes non moteurs et axiaux prennent le dessus et répondent moins. La clinique typique, la triade, mais on va la raconter comme si on était au lit du patient. Donc
On se le rappelle, le diagnostic de la maladie de Parkinson est clinique. Tu dois donc savoir la décrire. Donc déjà, le tremblement de repos. Le tremblement parkinsonien typique, il est au repos. Il disparaît lors du mouvement volontaire. Il est lent, à basse fréquence, souvent asymétrique, souvent inaugural, unilatéral. Il touche souvent et surtout les segments distaux, les mains, mais aussi les lèvres, le menton. Et détail très visuel qui aide, l'image de l'émiettement du pain. Ou sinon, on peut aussi se rappeler qu'il est aggravé par les émotions et par le calcul mental. Point un peu fin mais utile, le tremblement de repos est très évocateur, mais il peut être absent chez environ un tiers des patients, selon les différentes ressources de la littérature. Donc, l'absence de tremblement ne suffit pas à éliminer la maladie de Parkinson si d'autres éléments sont là. Ensuite, il y a donc, on parlait du deuxième élément de la triade, l'hypertonie plastique, la rigidité. C'est la raideur des extrémités ou de la nuque avec une résistance constante à la mobilisation passive qui peut créer des à-coups. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette sémiologie, la roue dentée ou le tuyau de plomb. Et tu peux aussi la sensibiliser par la manœuvre de frottement. C'est le mouvement volontaire du bras contralatéral pendant que tu mobilises le membre examiné. Ensuite, il y a la bradykinésie, la kinésie ou l'hypokinésie. Donc, c'est le troisième élément de la triade. La lenteur et la pauvreté motrice. Ici, il faut être précis sur les mots. Donc, la kinésie, c'est le ralentissement à l'initiation. La bradykinésie, c'est le ralentissement à l'exécution. Et l'hypokinésie, c'est la diminution de l'amplitude. Et tu décris comment ça se révèle. Par exemple, la micrographie, ou alors la gêne pour les activités quotidiennes comme se raser, manger, couper de la viande, et surtout la marche. La marche, elle se décrit comme lente, à petits pas, avec une perte du ballon du bras. À l'examen, ce que tu vas rechercher, c'est une hypomimie, une pauvreté des mouvements spontanés, des clignements rares, ou alors des ralentissements des gestes alternatifs rapides, par exemple l'opposition pouce-index, ou alors battre la mesure. On va aussi se rendre compte qu'il y a une voix monotone, à faible volume, une dysarthrie hypokinétique dans les descriptions aussi que peut en faire la littérature. Donc, le troisième pilier, lenteur, pauvreté, micrographie, marche à petits pas, perte du ballon, important à retenir pour la clinique de Parkinson. Les signes ensuite non moteurs et prodromiques de la maladie, donc du coup ce qui peut arriver avant même qu'on arrive à diagnostiquer la maladie. On retrouve par exemple l'hyposmie, c'est-à-dire le déficit de l'odorat. On va trouver aussi des troubles du comportement en sommeil paradoxal, par exemple des rêves animés, des cauchemars, parfois des actes auto- ou hétéro-agressifs. On peut retrouver une constipation et, selon la fiche Lisa aussi, un amaigrissement. Et le texte d'Hippocampus rajoute aussi qu'il y a des tableaux trompeurs, des douleurs, des raideurs de membres évoquant un problème rhumatologique ou un ralentissement évoquant une dépression, anxiété, apathie. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'avant même le tremblement, on peut... Alors, moi, c'est comme ça que je retiens. On peut avoir du nez, hyposmie, la nuit, donc sommeil paradoxal, avec un intestin psy, donc du coup constipation et apathie-dépression. Comment poser le diagnostic ? La clinique, plus on enlève le diag d'élimination et ensuite on regarde la réponse au traitement. Donc comme on le disait, la maladie de Parkinson, c'est un diagnostic clinique et donc la présentation typique, dans la présentation typique, les examens complémentaires ne sont pas justifiés. Mais attention à la formulation. Tu poses un syndrome parkinsonien à l'examen par la triade parkinsonienne. Ensuite, la maladie de Parkinson, c'est un diagnostic qui ne se pose qu'après avoir éliminé les autres causes de syndrome extrapyramidal. Par exemple, pas d'événements vasculaires, pas de tumeurs, pas de cause toxique, pas de facteurs iatrogènes. Et d'ailleurs, la fiche Lisa insiste là-dessus, le diagnostic est confirmé par une nette amélioration après instauration d'un traitement dopaminergique. Donc, c'est une logique en 3 temps.
On commence par diagnostiquer un syndrome parkinsonien, ensuite on exclut les causes évidentes et ensuite on regarde la réponse dopaminergique. Vu qu'on parlait de clinique, on va aller regarder les drapeaux rouges. En gros, ce qui doit nous faire dire que, en fait, c'est pas Parkinson. Là, c'était un bloc de la LISA assez majeur, les drapeaux rouges, donc ils vont contre le diagnostic des maladies de Parkinson idiopathique. Ils sont, je crois, au nombre de 8 ou de 7, et c'est déjà, s'il y a une absence de réponse prolongée au traitement dopaminergique, on va penser à autre chose que Parkinson. S'il y a une progression rapide avec chute précoce, ou alors s'il y a des signes précoces d'atteinte cognitive marquée, ou alors s'il y a des signes pseudobulbaires précoces, comme la dysarthrie, la dysphagie, ou alors s'il y a une dysautonomie sévère et précoce, pas comme l'incontinence urinaire, l'hypotension orthostatique sévère, ou bien des troubles érectiles. Ou alors aussi, on peut se dire que c'est pas Parkinson lorsqu'il y a des signes neurologiques pas attendus, par exemple un syndrome cérébelleux, une atteinte pyramidale, et les troubles oculomoteurs. On peut aussi penser à autre chose que Parkinson lorsqu'il y a des signes corticaux comme l'apraxie, l'aphasie ou des myoclonies. En gros, si on devait se faire une phrase mentale rapide, on pourrait se dire que si ça tombe vite, si ça chute tôt, si c'est dément tôt, si ça avale mal tôt, si ça se dysonomise sévèrement tôt, et en fait, dans ces cas-là, il faut se dire, il y a un diagnostic différentiel, il va falloir plutôt aller chercher là-dedans que dans une maladie de Parkinson. Quels sont les diagnostics différentiels à connaître? Alors, selon Hippocampus, il va falloir aller chercher des atrophies multisystématisées, des paralysies supranucléaires progressives, des dégénérescences corticobasales, une démence à corps de Lévy, une démence frontotemporale ou un syndrome parkinsonien vasculaire. Et en plus, il y a le syndrome parkinsonien iatrogène, qui est un des plus gros diagnostics différentiels pratiques. Pour le syndrome parkinsonien iatrogène, la fiche LISA donne clairement les médicaments en cause à rechercher, surtout les neuroleptiques, y compris les neuroleptiques cachés, par exemple certains antinauséeux, par exemple le métoclopramide, donc qu'on connaît aussi sous le nom de Primpéran, ou alors certains sédatifs. Plus rarement, il y a le funarizine et les antidépresseurs. Et les caractéristiques cliniques qui orientent vers le côté iatrogène, c'est que c'est un syndrome plutôt symétrique, avec des tremblements plutôt posturaux ou d'action, plutôt que des tremblements de repos. On voit aussi des dyskinésies bucco-lyngofaciales possibles, et surtout, pas de réponse au traitement dopaminergique, donc c'est ce qui nous fait penser qu'il faut exclure le syndrome parkinsonien. On cite aussi dans les diagnostics différentiels un diagnostic important à connaître, même s'il est rare, la maladie de Wilson, qui est une surcharge en cuivre. Ensuite, dans les examens complémentaires, qu'est-ce que je dois demander pour une maladie de Parkinson? Bon, déjà, on le répète encore une fois à la 13e minute, le diagnostic est clinique. Donc, il n'y a pas d'examen complémentaire nécessaire s'il y a une présentation typique. Mais il y a des situations à connaître où l'on en fait. Donc, par exemple, si le patient a moins de 40 ans, ou s'il y a des atypies à l'examen ou à l'interrogatoire, ou s'il y a un doute diagnostique, dans ces cas-là, on va aller faire des examens complémentaires. Donc, si le patient a moins de 40 ans, on va aller faire un bilan biologique du cuivre pour exclure une maladie de Wilson. Sinon, on va aller faire aussi une IRM cérébrale, ou si, soit si le patient a moins de 40 ans, soit on suspecte d'autres causes, puisque cette IRM cérébrale est généralement normale dans le Parkinson. Bon, parfois, il y a une disparition de l'hyperintensité nigriale dorsolatérale en T2 étoile, et on voit aussi qu'il y a aussi, en fait, des possibilités d'éliminer, du coup, cette maladie de Parkinson si on a d'autres diagnostics à l'IRM, évidemment.
Et en cas de doute, entre un tremblement parkinsonien et un tremblement essentiel, on va aller faire une scintigraphie, un TEP à la fluorodopa ou alors un DAT scan. Voilà, ensuite on va aller chercher le traitement. Donc le principe clé symptomatique, et il y a un équilibre à trouver dans ce traitement. Déjà, le traitement pharmacologique, il est symptomatique. Aucun traitement n'a montré qu'il ralentissait la progression de la maladie dans les sources fournies. Donc le but, c'est de contrôler les symptômes en minimisant les effets indésirables à court terme. Et un deuxième message important, c'est que tout repose sur la correction du déficit dopaminergique. Soit on en apporte un précurseur, soit on stimule les récepteurs, soit on freine la dégradation. Et le troisième message, c'est qu'il faut une prise en charge globale, pluridisciplinaire, par exemple kiné, orthophonie, activité physique, activité intellectuelle, ALD, éducation thérapeutique, entourage, association, et même reconnaissance professionnelle pour les expositions aux pesticides, en tout cas selon la fiche LISA. Donc du coup, les classes médicamenteuses à connaître. Déjà, on a la L-Dopa. La L-Dopa, c'est un précurseur de la dopamine. Il est transformé dans l'encéphale par la dopa-décarboxylase. Il est toujours associé à un inhibiteur périphérique, la carbidopa ou le bensérazide, pour limiter les effets périphériques de la dopamine. C'est le traitement le plus efficace et le mieux toléré, et souvent il est donné en première intention. Ensuite, il y a aussi les agonistes dopaminergiques. Donc eux, ils agissent directement sur les récepteurs, un peu moins puissants et moins bien tolérés, mais ils sont utiles notamment au début pour retarder temporairement les complications motrices. Ils les exposent à des troubles du contrôle des impulsions, hallucinations, somnolence diurne, œdème, et il faut informer le patient, ces troubles étant réversibles à de la diminution du traitement ou à l'arrêt. Ensuite, troisième traitement, les IMAOB. Donc, ça provoque une augmentation modérée de la dopamine par inhibition de son métabolisme. Il y a les ICOMT, qui diminuent le métabolisme périphérique de la L-Dopa et il prolonge son action. Il y a la mantadine, qui est une action anti-glutamatergique qui est utilisée notamment pour les dyskinésies. Et il y a les anticholinergiques qui sont moins prescrits à cause des effets secondaires. Il y a un intérêt possible chez le patient jeune avec tremblement, malgré un traitement dopaminergique bien conduit. Hippocampus détaille aussi les points pratiques. La dopamine ne traverse que très faiblement la barrière hémato-encéphalique, d'où l'intérêt d'utiliser la L-Dopa. La prise de L-Dopa à distance, il faut prendre la L-Dopa à distance des repas, environ 1 heure avant, parce qu'en fait, la L-Dopa est en compétition avec des acides aminés neutres. Et ensuite, il y a des effets indésirables possibles, comme les nausées, les vomissements. Il y a l'hypotension orthostatique, il y a les troubles psychiques, la dyskinésie. Voilà, en gros, il faut aller chercher tout ce qui est interaction et contre-indication listée. Donc, la stratégie thérapeutique selon l'âge et le retentissement. En fait, on va essayer de résumer la logique du LISA. Donc, déjà, s'il n'y a pas de ralentissement moteur, le traitement médicamenteux n'est pas indispensable. Ensuite, on découpe par groupe d'âge. C'est avant 65-70 ans et après 65-70 ans. Donc, avant 65-70 ans, on va commencer par un agoniste dopaminergique LP en monothérapie ou alors un IMAOB et éventuellement on associe les deux. Faut faire quand même attention si le patient a des antécédents d'addiction parce qu'il y a des risques de troubles du comportement et d'impulsion. Ça, c'est assez important à prendre en compte. Il faut vraiment prévenir le patient. Par exemple, il y a des patients qui sont retrouvés à perdre l'intégralité de leur argent au casino juste sur de la prise de L-Dopa. Donc, important de faire de la prévention dessus. Si le contrôle de la maladie est insuffisant, avec soit l'agoniste dopaminergique LP, soit l'IMAOB, on peut aussi augmenter, soit augmenter l'agoniste, soit associer à de la L-Dopa, soit on le disait, associer l'IMAOB, agoniste dopaminergique ou L-Dopa IMAOB.
Il y a possibilité, avant 65-70 ans, de débuter d'emblée par L-Dopa si handicap moteur et altération de la qualité de vie. Et il faut que ça soit en prise fractionnée. C'est 3 à 4 prises par jour avant les repas pour faciliter les absorptions. Vous verrez que les patients ayant un Parkinson sont très sensibles à l'absence de leur dose de médicaments et donc du coup sont très anxieux de bien pouvoir les prendre et bien à l'heure parce qu'ils savent que sinon ils vont retrouver les symptômes de leur Parkinson. Les recommandations de traitement après 65-70 ans, c'est un L-Dopa avec un inhibiteur de la DCC d'emblée, de la DDC d'emblée en monothérapie ou alors un IMAOB. Et si le contrôle est insuffisant, on augmente la L-Dopa ou alors on associe la L-Dopa avec l'IMAOB. Et pour les nausées vomissements, du coup, pour éviter le méthoclopramine et autres, la fiche LISA mentionne que le dompéridone est possible en limitant à la durée la plus courte et en tenant compte des contre-indications, par exemple le QT allongé. Ensuite, il y a traitement non médicamenteux à vraiment prendre en compte, surtout dans une activité de médecine générale ou de neurologue. Il faut vraiment discuter précocement de kiné, d'orthophonie, la prévention des troubles musculo-squelettiques. Il faut bosser aussi tout ce qui est travail, équilibre postural, tout ce qui est transfert, la gymnastique quotidienne, faire des activités physiques, du sport, si le patient le souhaite. Il faut aussi avoir une éducation thérapeutique au traitement, par exemple une alarme sur son téléphone pour pouvoir prendre son traitement de manière régulière et qu'il n'y ait pas de rechute interdose. Il y a aussi des associations pour Parkinson qui existent. Il y a un traitement chirurgical, un soin chirurgical possible, la stimulation cérébrale profonde. C'est la DBS et il y a dans le suivi des indications quand le traitement médical devient insuffisant avec la notion de pas de démence, pas de maladie mentale, patient jeune. Et bien évidemment, il y a des problèmes de fluctuation, de désactivation ou d'hyperkinésie en fonction du stimulateur. Mais je vous invite à passer en neurochirurgie pour voir la pose de ce genre de stimulateur. Donc, complications, ce qui est important de comprendre dans les complications, c'est il va falloir comprendre qu'il y a un effet lune de miel au début du traitement, puis un effet on-off et enfin des dyskinésies. Donc là, on arrive à la partie des stades évolués qui tombent tout le temps. D'abord, il y a une période de bon contrôle moteur sous traitement, parfois appelée donc du coup la lune de miel, puis en fait arrivent ensuite les complications motrices qui arrivent 4 à 5 ans après le début de la maladie. Donc les facteurs de risque de survenue précoce, c'est de ces complications, c'est l'âge jeune au début, la durée d'évolution et la dose de L-Dopa. On va distinguer 2 complications, donc soit la fluctuation d'efficacité avec des blocages, soit les mouvements involontaires qui sont les dyskinésies. Donc la fluctuation d'efficacité, c'est la kinésie de fin de dose. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, la réapparition des signes avant la prise de la dose suivante. Il y a la kinésie de nuit ou de petit matin avec des crampes aux mollets, aux orteils, des difficultés à se tourner dans le lit. Et il y a aussi des phénomènes on-off, parfois brutaux, avec un état on où le patient est complètement normal et vous retournez pour taper un truc à ordinateur, vous vous retournez vers le patient et directement là vous le voyez pathologique plus. Donc en fait c'est une perte progressive de capacité de stockage cérébral de la dopamine. Donc il y a une durée d'action qui peut se réduire et ça réduit la demi-vie du médicament et ça arrive surtout au stade avancé. Les fluctuations peuvent signifier qu'il est peut-être temps d'associer la L-Dopa. Et si le patient est déjà sous la L-Dopa, en fait, on peut fractionner ou alors ajouter un agoniste, ajouter un IMAOB ou un ICOMT ou des formes de L-Dopa à longue durée d'action. Et enfin, en fait, ces dyskinésies, les dyskinésies,
Elles sont en deux, c'est soit la dyskinésie de milieu ou de pic de dose. C'est des mouvements involontaires qu'on dit choréiques des membres et du tronc. Et c'est à la phase d'efficacité maximale. Donc en fait, on se dit le patient est trop concentré par son médicament. Et les dyskinésies biphasiques qui sont plutôt dystoniques, souvent au moment inférieur, parfois douloureuses. Et c'est souvent au moment de transition en début et fin de dose. Et donc à des stades évolués, ce que je vous disais tout à l'heure, le patient peut osciller entre off sévère et on corrigé mais dyskinétique. Ensuite, il y a la phase de déclin moteur et cognitif. C'est ce qui devient grave au final et moins sensible à la dopamine. Donc il y a des sources qui décrivent une phase où certains déclins ne sont pas ou peu sensibles au traitement dopaminergique. Il y a des signes moteurs axiaux comme la dysarthrie et la dysphagie, l'hypersialorée avec diminution de la déglutation spontanée. Il y a un risque de fausse route important avec pneumopathie. Il y a des troubles de la marche comme le freezing, c'est le pied collé au sol à l'initiation ou le demi-tour, et à l'inverse, la festination qui est en fait l'emballement à la marche. L'emballement a déclenché son geste et ça provoque des forts risques de chute. Il y a aussi des troubles posturaux avec la triple flexion, la camptochromie et le syndrome de Pise. Il y a des troubles de l'équilibre postural avec aussi des chutes en arrière. Il y a des troubles, donc, je vous disais, cognitifs et comportementaux avec des syndromes dysexécutifs pouvant évoluer vers une démence. Et la fiche LISA mentionne environ 30% des patients qui ont un syndrome dysexécutif qui ont une démence plutôt, avec une proportion élevée après 15-20 ans d'évolution. Le traitement dopaminergique peut provoquer des hallucinations et délires, et leur survenue peut être un marqueur d'évolution vers un état démentiel. Ensuite, la dysautonomie, donc avec la constipation, l'hypotension orthostatique, les troubles vésico-sphinctériens, les troubles sexuels et de l'érection. Le suivi, on va voir le suivi des patients parkinsoniens, donc le suivi doit être régulier. Il faut évaluer l'évolution, proposer de l'aide selon la perte d'autonomie et calibrer le traitement selon l'efficacité et les effets indésirables. Pour les fluctuations motrices, les sources parlent de fractionner la L-Dopa, de rapprocher les prises, d'associer les agonistes, les ICOMT, les IMAOB, rajouter l'apomorphine injectable en cas de blocage sévère selon Hippocampus. Pour les dyskinésies, la diminution de posologie de L-Dopa, le fractionnement aussi dyskinésie de milieu de dose, la mentadine comme antidyskinésique selon Hippocampus encore, et si fluctuation dyskinésie sévère, stimulation subthalamique, palladium interne. Donc ce qu'on vous disait, le stimulateur qui est posé par les neurochirurgiens. Et pour les signes non moteurs, l'hallucination, par exemple, l'hallucination ou le délire, mais en fait, on va réduire progressivement les antiparkinsoniens sauf la L-Dopa et on va rajouter de la clozapine si persistance des hallucinations délire, avec bien évidemment une surveillance de la granulocytose induite par la clozapine. L'hypotension orthostatique, on va surveiller aussi les troubles du sommeil. On va pouvoir donner du clonazepam en cas de trouble du comportement en sommeil paradoxal. Et l'hypotension orthostatique, j'ai oublié de dire les traitements, on va prescrire des bas de contention, du midodrine et du fludrocortisone. Enfin, Hippocampus mentionne aussi des échelles de suivi comme l'UPDRS et le MMS. Voilà, donc on souffle une seconde, c'est la fin. Si tu dois garder une image, au début, c'est la triade asymétrique qui répond à la dopamine dans la maladie de Parkinson. Ensuite, avec les années, arrivent des fluctuations et des dyskinésies, puis des signes axiaux et des signes non moteurs qui deviennent dominants et souvent moins sensibles. Et à chaque étape, tu dois avoir un réflexe, chercher des drapeaux rouges qui font sortir du cadre et font penser à autre chose qu'une maladie de Parkinson ou un syndrome parkinsonien. Merci d'avoir écouté. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et bon courage.